Bon alors, là, on est en salle de montage et on peut dire qu'on a terminé, quoi. On peut dire qu'on a terminé. Il nous reste le générique de fin. Mais sinon, tout est terminé avec plein de satisfaction. Je pense que... Alors, quand on a lancé le film au départ, on s'était dit un truc. On tourne et puis chacun à la fin récupère les images parce qu'on peut-être qu'on va s'engueuler au montage et qu'on n'arrivera pas à faire le film que chacun veut. Et donc, on aura deux films différents. Ça fera 2 fois 3 quarts d'heure et les gens, ils auront le droit à 2 fois la même histoire. C'était un principe de cinéma d'arrêt d'essai, pas bête, quoi. Et finalement, on s'est pas engueulé. Pas du tout, au contraire. Et je pense, non, franchement, je pense que c'est bien passé avec ton côté qui laisse vivre plus les séquences et mon côté qui veut y aller cut, qui amène des archives. Enfin, je pense qu'il y a un bon mélange. Qu'est-ce que t'en penses, Cécile, toi? Ouais, carrément. Hein. Bon, non, franchement, je pense que c'est chouette. Les gens qui l'ont vu, ils... Ouais. Non, c'est ça, les premiers retours, c'est super, parce que les gens voient de l'émotion, ils pleurent et ils rient. Et ils sortent heureux à la fin et combatifs. Donc je crois que c'est ce qu'on cherche, et donc c'est bien. Pour nous, c'est une bonne impression en tout cas. Voilà. Moi, je pense que faut voir. Je savais que ce film, il fonctionnait sur le terrain de l'émotion. Là, les premiers retours, c'est que en plus, ça peut dispenser de l'énergie. Donc, est-ce que ça va réussir à être comme une espèce de bombe à fragmentation de joie et de colère qu'on vient déposer aux quatre coins du Péri? C'est l'enjeu. Au-delà du bon moment de cinéma, c'est est-ce que ça file la patate aux gens et qu'ils se disent que, parce qu'il y a quand même un grand méchant président aussi dans notre film, ils se disent que ça leur remet de la combativité, qu'ils se sentent rechargés d'énergie pour aller retourner faire quelque chose ce printemps. Je pense qu'il y a un enjeu qui est aussi celui-là, non? Ouais, c'est le tien, Tu vois. ouais. Moi, je fais du cinéma, moi. Moi, je fais aussi du cinéma quand même. Mais... Alors, moi, un autre plaisir que j'ai trouvé pendant le montage de ce film, c'est que je me suis habitué à bâcler le travail depuis que je suis député, parce qu'il y a plein de trucs qui tombent dans tous les sens, tu vois. Et là, c'est juste le plaisir de pouvoir s'interroger. Est-ce qu'on met une image de plus? Est-ce qu'on met une image de moins? Est-ce qu'on fait commencer la musique un instant avant, un instant après? Mais comment on va monter à ce moment-là pour que ça s'enchaîne bien? Tu vois, un truc de minutie, du travail bien fait. Et moi, c'est un truc qui s'était perdu parce que quand j'écris au kilomètre, je fais des interventions au kilomètre. Donc voilà. Donc alors maintenant, il reste à faire exister ce film. Alors ça commence ce week-end. Hein. Ce week-end, donc je pense qu'il y a déjà 1000 personnes qui vont assister aux projections à Grenoble. Je dis aux projections parce qu'il va y avoir 3 salles en même temps. À Chambéry, il va y avoir 4 ou 5 salles en même temps. À Saint-Julien-du-Cerf, je pense qu'on va battre un record de fréquentation en matière de cinéma à Saint-Julien-du-Cerf, 0,7. Et puis à Privas, toi tu es à Taninges, Annecy. Le dimanche, 18h, et à Mettey, à côté d'Annecy, le samedi soir. Ouais. Voilà, donc ça y est, on prend notre bâton de pèlerin et on va placer notre bombe à fragmentation de colère et de joie un petit peu partout et voir si ça explose, voir si on arrive à faire surgir. Alors, on a des petits soucis. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Rumilly? Ah oui, non, la directrice a refusé par principe le film sous prétexte que c'est pour des raisons de sécurité et de risque de débordement. Évidemment, elle n'a pas vu le film, et quand on voit le film où on parle que d'amour et de vivre ensemble, je pense que quand elle va vraiment le voir, elle va vraiment avoir l'air bête, quoi. Ouais, mais il y a quand même un truc qui est quand même... Tu vois, moi je pense que les censeurs sont de bons lecteurs. Quand elle redoute des risques de débordement, mais elle a raison. Moi je les espère, tu vois. Pas forcément dans le sens qu'elle entend, mais moi le débordement, on fait un film pour que ça déborde aussi. Bah oui. Tu vois, donc en un sens, je pense que les censeurs sont de bons lecteurs. Donc maintenant, je trouve que dans le cinéma, il y a un truc de pluralisme qui existe encore, qu'il faut maintenir. Parce que on sait combien dans les médias, c'est cloisonné. On sait combien quand l'un ferme, tous les robinets se ferment, tu vois. Et là, je trouve qu'en matière de cinéma, il y a quand même une diversité des salles, ce qui fait qu'il y en a un certain nombre qui réagissent en disant bah, non, on va pas le film prendre, c'est un film de député, et puis il y a des gilets jaunes, on a vu ça à la télé, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et puis à côté, t'en as plein d'autres qui se disent si, on va y aller, et puis même on va faire. D'abord, on demande à voir le film, on va voir si c'est un vrai film de cinéma, ils voient qu'il y a un regard, ils voient que c'est pas BFM ou quoi. Et puis ensuite, qui se disent bon, bah, on va peut-être trouver des trucs pour faire des tarifs, des demi-tarifs pour les gilets jaunes, ou alors des séances gratuites le samedi matin. Je trouve qu'il y a encore il y a une énergie qui se trouve dans ce monde-là, et voilà, on va essayer de s'appuyer sur cette énergie de vous là,
militant qui voulait, ou sympathisant qui voulait simplement amener le film près de chez vous, que vos voisins le voient, que vos copains le voient, que vos cousins le voient, et qu'il y a un réseau de professionnels aussi qui ont envie dans ce pays de faire vivre les films, quoi. Et c'est ça que je ressens quand même, quand on est dans une petite boîte comme Jour de Fête et qui passe son temps à appeler les cinémas indépendants ou non, parce que par exemple à Amiens, on est en but avec le cinéma d'art et d'essai de la ville qui veut pas d'avant-première, gna 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 gna. Bon, et ben c'est le Gaumont qui prend, pluralisme, tu vois. Et donc c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, écoute, qu'est-ce que tu vois d'autre à ajouter? C'est à moi que tu parles. Bah ouais. Non, moi j'espère que les gens ils prendront autant de plaisir à voir ce film que nous on a eu à le faire. Et puis qu'ils seront surpris par ces rencontres magnifiques. Parce que c'est vrai que nous, on est parti, on savait pas s'il allait avoir un film. On est parti un peu à l'aventure et on est revenu, on était sûr qu'il y avait un film. Parce qu'il y a eu un tel, tu parlais de débordement, mais débordement d'émotions et de cette envie de témoigner, toute cette honte, tous ces gens qui étaient niés, cachés, qui tout d'un coup avaient envie de déballer tout ça. Ils nous ont fait une confiance extraordinaire, on a été accueillis partout, super. Et donc j'espère que ça se sent dans ce film. On est dans un temps de mouvement. On l'a fait la bonne semaine. Tu vois, on est dans l'énergie d'un mouvement. C'est un temps de libération de la parole et je dirais, nous, on se laisse porter par cette énergie avec notre dogme, parce que c'est un film de dogme quand même, un vrai film de cinéma RSC. Ouais, bah oui. Avec un dogme, c'est on ne prend que ce qui a été tourné pendant ces 6 jours-là. Ouais. Et on ne refait pas de tournage derrière, on ne fait pas de voix off, il n'y a rien, c'est paf. Donc c'est notre dogme, on l'a respecté. Je pense que cette énergie, ça se sent. Les gens qui ont vu le film, parce qu'il y avait un certain nombre dans les salles, il y avait qui partaient avec des a priori négatifs et qui, en voyant le film, se sont dit non, on sent que ça dégage une énergie, un désir de libération de la parole. Je crois que c'est un vrai film à la rencontre de la France, quoi. Bon, écoutez, donc on vous l'amène chez vous et puis on verra si vous êtes dans les salles et puis surtout on verra si derrière vous avez envie de le porter parce que c'est vous qui allez le porter, quoi. Il y a quelqu'un qui fume et puis il y a les cendres qui me tombent dessus. Je veux bien sortir pour pas déranger Gilles et Cécile et qu'ils puissent bosser, mais regarde, tu vois, hop, regarde, là il y a des cendres, tu les vois tomber là? Bon, je vais vous raconter ça quand même, hein. Je résiste pas, moi, à la tentation. Voilà. J'ai été l'invité d'une émission que j'adore, qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui est diffusée, c'est quand le dimanche, je crois, sur France Inter. Donc on arrive et puis on dit, bah voilà, tel livre, tel film, telle chanson, moi ça m'aide à me sortir de la mélancolie. Et bon voilà. Donc j'ai été invité de cette émission-là, on a enregistré quand? Début novembre. On a enregistré début novembre, ça devait être diffusé début décembre. Et puis bon, il y a eu une première interdiction de diffusion, parce que c'était le mouvement Gilets jaunes. Bon. Et là, ça a été confirmé par l'animatrice productrice dans l'émission, Eva Bester, et ensuite par le responsable des programmes de France Inter, qui est un copain à moi, Yann. On était chez Mermet ensemble, il était à la réalisation. Je me souviens, on est même allé dans le port de Marseille pour faire un reportage sur la marine marchande et il prenait tous les sons de flotte, tout ça. C'était des super moments qu'on a passés ensemble. Et bon, voilà, c'est lui donc qui a décidé d'interdire la diffusion de l'émission. Parce que je suis factieux. Séditieux, alors c'est pas dit comme ça, c'est dit parce que bon, ça a été enregistré avant les Gilets jaunes, donc est-ce que c'est encore d'actualité? Sachant que l'animatrice était tout à fait d'accord pour réenregistrer un petit bout qui viendrait avant les Gilets jaunes. Alors c'était vraiment une émission de factieux, puisque je parlais de François Cavana, je parlais de Franck Capra, je parlais de Jacques Brel, tu vois, ce genre de trucs-là. Et néanmoins, décision a été prise. Alors je peux te lire, je lui ai dit, bon Yann, on va pas se la raconter, tu sais quel nom ça porte. Ça s'appelle de la censure. Hein. Tu joues ton rôle, tu remplis ta fonction dans un média d'État et ça ne change rien quant à ma sympathie. Mais moi, bon voilà, Eva Bester était navrée de cet épisode
D'abord, elle avait bossé pour rien, elle s'était tapé sérieusement mes journaux, elle a vu que j'étais quelqu'un de très mélancolique, tu vois. Elle avait peut-être lu un livre, elle avait écouté des émissions que j'avais faites et ainsi de suite. Et puis moi aussi, j'avais été rechercher des trucs que j'aimais bien. Tu sais, une émission qui est vachement chouette et en même temps qui est un peu dure parce que tu dois décider qui entre ou pas dans ton panthéon. Et il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors que moi, j'ai plein de monde à mettre. J'ai du Dostoïevski, j'ai du Steinbeck, j'ai tout ça à mettre dans mon panthéon. Et là, hop, tu dois choisir. Henri Calais, bon, tant pis. Bon, bah voilà, tu choisis, paf, tu prends Cavana, les autres, tu les laisses. Bon. Et donc, voilà. Mais à la limite, tu sais, c'est ce que je dis toujours, ces actes de censure affichés, moi, j'apprécie ça. Parce qu'il y a tellement de moments où la censure, elle va de soi, elle est discrète, elle relève d'une autocensure. T'en as plein des trucs comme ça. Et comme c'est intouchable, insondable, tu vois, tu peux pas en parler. Tu peux pas dire, voilà, tac, regardez là. Non, il y a une espèce de mécanique qui va tout seul. La mécanique qui va tout seul, c'est pour ça que pour moi, la liberté de la presse, c'est la même chose que l'indépendance de la justice, tu vois, c'est deux blagues. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne que ce sont ceux qui sont fidèles au système qui trouvent des promotions et qui vont aller occuper des postes clés et qui généralement sont fiables et fidèles au pouvoir avant même de recevoir des ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est par la promotion, c'est un système de promotion. C'est ça. Et alors, évidemment, à l'intérieur de cette presse, à l'intérieur de cette justice, il y a des individus courageux. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que pour qu'il y ait des journalistes qui fassent leur travail dans ce système, pour qu'il y ait des juges qui fassent leur travail dans ce système, il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils soient des genres de héros, tu vois, qui vont aller se heurter à leur hiérarchie, se heurter à des ordres des ministères, se heurter au pouvoir, qui vont sentir une pression dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, qui se disent « mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger ma carrière ?» Et il y a des individus comme ça. Mais c'est tout le problème, c'est qu'on doit compter sur des individus pour qu'il y ait de la justice, pour qu'il y ait une presse libre. Bon, évidemment, je parle de ça au moment où il y a un étau autoritaire du pouvoir qui se resserre sur les médias. On le voit avec Mediapart, tu vois, soi-disant pour protéger la vie privée d'Alexandre Benalla, tu vois. Là, ça va vite quand il s'agit d'aller protéger la vie privée d'Alexandre Benalla. Il y a de la même manière Manuel Bompard, qui est le numéro 2 de la liste France Insoumise, qui était le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas anodin. On ne doit pas laisser passer ça comme si c'était... Je le dis, je suis de ce parti, je suis de ce groupe, mais ça n'a rien à voir. Je le dis, j'aurais protesté d'autant plus fort au moment de toutes les perquisitions, là des 16-17 perquisitions sur Mélenchon et ses copains, si jamais c'était tombé sur les Républicains. Je crois que c'est un danger si on laisse faire. C'est plus qu'une justice à deux vitesses. C'est vraiment le truc de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Tu vois? C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Quand tu vois que là, dans l'hémicycle, aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe faisait tout un laïus sur Alexandre Benalla, nous contrôlons. Non, il a été protégé et il l'est peut-être encore. Donc c'est évident, ça saute aux yeux. Et de l'autre côté, les opposants politiques ou la presse qui fait son travail d'information, eh bien, ils sont mis sous pression. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Et je sais que demain, ça sera pour moi. Tu vois? Je sais, aujourd'hui, bon, voilà, je suis encore un petit peu derrière, tout va bien. Mais je sais que demain, ça sera pour moi. Je sais que demain, ils trouveront une cacahuète dans des comptes de campagne et qu'ils en feront un Everest. Et qui diront que c'est criminel, que c'est pénalement responsable, qu'il faudra qu'il y ait une perquisition, qu'il faudra que j'aille devant le juge, qu'il faudra qu'on aille nous salir les uns après les autres de cette manière-là. Et voilà, je sais qu'il y a un mécanisme de cette nature-là qui est enclenché par Macron pour se défendre dans ce temps, dans le temps présent, pour discréditer tout ce qui peut l'être. On doit pouvoir faire ce travail d'information ou d'opposition sans être des héros. Moi, je ne suis pas un héros. C'est quoi? Mais il ne faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. J'ai toujours eu 0 en cours de chant. Et je vais dire, à un moment, il y a une réunion parents-prof.
Et tu sais, mes parents, ils sont allés voir la prof de chant, ils disent pourquoi vous lui mettez toujours 0? Il se moque de moi. Non, non, pas du tout, il est comme ça, il fait preuve de bonne volonté. Alors après, ensuite, la prof, elle me mettait 1 pour ma bonne volonté, tu vois, un peu mes qualités en art lyrique. Bon, dernier point, bon, comme ça, quoi, une petite rencontre. Non, mais oui, c'est... comment tu fais quand tu es député? C'est-à-dire quand... déjà, tu as un agenda hyper rempli, tu baignes dans un milieu, ce sont des représentants qui viennent te voir. Comment tu fais pour rester en contact avec les profondeurs du peuple, on va dire, tu vois? Et samedi, je me trouvais à une assemblée de Gilets jaunes et il y a une dame qui s'appelle Katia qui a pris la parole de manière très émouvante en racontant son dernier passage à Pôle emploi, comment on était venu la chercher pour un contrôle, comment elle avait terminé à Pinel, donc à l'hôpital psychiatrique, parce qu'à un moment elle a dit mais j'en ai ras-le-bol de cette vie de merde. Et bon, paf, mise en place du protocole, et le SAMU arrive, elle a dit mais non, je ne veux pas monter dans votre SAMU, vous voyez, je rigole, tout va bien. Ouais, mais si vous ne montez pas, vous devez verser 75 €. Ah ouais, les 75 €, je ne les ai pas. Bon, et elle raconte ses galères à nourrir ses 4 enfants et à aller au secours populaire, avec les étagères qui sont de plus en plus vides, le moins en moins de choix qui est laissé, y compris quand tu renonces, y compris quand tu te décides à aller au secours populaire, les étagères elles sont vides. Et je suis allé la revoir le lendemain, tu vois, il y avait une amorce de quelque chose, mais dit avec vivacité, là, en 5 minutes, vite fait, je me suis dit, il faut que je la revoie, quoi. Elle doit avoir des choses à me dire. Donc je suis allé la revoir en longueur, je passais, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie chez elle, pour qu'elle me raconte tout. Tu vois, par exemple, là, je sors de l'hémicycle, tu peux le caler le morceau. Il y a Chiappa qui dit, bon, maintenant, les femmes violées, il faut qu'elles aillent voir la police pour un vol ou pour un viol. C'est la même chose, on doit aller voir la police. Je voudrais rappeler qu'une grande campagne a été lancée par le Premier ministre, une campagne télévisuelle aux heures de grande écoute pour interpeller les témoins, parce que quand on est témoin d'un cambriolage, on appelle la police. Quand on est témoin de violences conjugales, on doit aussi, de la même manière, appeler la police. Bon, bah ça c'est sur le papier, tu vois. Katia, elle me raconte quoi? Elle était violée par son mari, il faisait chambre à part, ils avaient décidé de se séparer. Elle va voir la police, qui lui dit « non, bon, comme vous êtes sous le même toit et tout ça, c'est un peu compliqué, on ne va pas tenir compte de ça, tout ça. En revanche, on va retenir les violences sur vos enfants, parce que c'était un mari brutal et qui traînait ses gamins à travers les pièces, qui les écrasait avec sa chaussure, tu vois, bon, maltraitant. » Là, la réalité qui n'est pas celle des textes de loi, qui n'est pas celle de ce que pensent les bourgeois, de comment ça peut se passer dans le monde idéal des institutions, avec de l'huile dans les rouages et tout se passe formidablement, tu vois. La réalité, c'est que même si le gars était entendu par les gendarmes, la réalité, c'est qu'ils ont encore vécu 3-4 mois sous le même toit avec les gamins, malgré ces violences et malgré les assistantes sociales qui passaient, tu vois. Donc, dans un climat quand même très particulier, de peur, elle se faisant injurier. Regardez votre mère, elle est allée dénoncer votre père à la gendarmerie et tout ça. Et il a fallu qu'elle se casse à 627 km. Elle est très précise dans son kilométrage. Pourquoi? Parce que c'est elle qui doit payer les allers-retours pour que ces gamins continuent de voir leur père. Tu vois? Donc maintenant, elle dit, bon, il y a Flexibus, donc c'est Car Macron, il faut le dire, tu vois? Et elle remercie Flexibus parce que bon, ça lui revient moins cher depuis qu'il y a Flexibus. Bon, je le fais en bref comme ça. Il y a plein de choses à raconter. Le sentiment de contrôle permanent, donc elle va à la NPE, c'est contrôle. Elle arrive dans la Somme pour fuir. 1 mois après son arrivée, contrôle de la CAF, je crois, et il faut qu'elle sorte le livret de famille, qu'elle sorte tout. Là, elle a l'un de ses gamins, tu vois, qui est devenu apprenti. Donc ça fait un surcroît de revenus. Mais comme il y a un surcroît de revenus pour son gamin, on lui casse son RSA. Elle se retrouve avec, je ne sais plus, 50 € de RSA. Donc elle est dans la galère, dans une grosse galère. Là, elle va à Pôle emploi, contrôle, tu vois. Et donc c'est incroyable comment on se dit qu'il y a 40 milliards qui sont délivrés en CICE avec 0 contrôle. Et là, pour les 600-700 € de RSA de Katia, tu vas voir, tac, 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 du contrôle tout le temps, quoi.
Bon, voilà. J'aimerais, en fait, que Katia, elle puisse expliquer ça devant les institutions, tu vois, devant les gens de Pôle emploi, devant les assistantes sociales, devant le directeur de la CAF, mais devant Marlène Schiappa, devant le ministre des Affaires sociales, devant évidemment l'Élysée, et qu'on l'écoute. C'est-à-dire que ce ne soit pas eux qui viennent donner des leçons de pédagogie et venir dire comment ça se passe dans leurs petits papiers et dans leurs lois qui sont toutes parfaites avec article machin et les statistiques et le truc, mais que ce soit elles qui viennent dire, bah voilà ce qui a foiré à telle étape, voilà ce qui foire à telle étape, voilà ce qui foire à telle étape. Avec aussi, c'est vrai par exemple, elle veut reprendre du boulot, mais elle ne veut pas le reprendre à plein temps. Parce que si elle reprend à plein temps, elle a calculé, ça lui fait baisser ses allocations. Donc il faut qu'elle trouve du boulot, mais qu'elle le trouve à mi-temps, avec toute une problématique qui est liée au gasoil, au prix du gasoil, enfin tu vois. Et le grand débat, je pense que ça devrait être ça d'abord. S'il y avait un grand débat, ça devrait être de donner 2 heures, non pas 3 minutes à l'un, 3 minutes à l'autre et puis tout ça, mais que les institutions soient convoquées pour écouter Katia. Tu vois, ça serait ça mon grand débat. Et donc, puisque pour retomber sur Je veux du soleil, mais Je veux du soleil, c'est un peu ça. C'est donner la parole aux Katia du pays en espérant qu'il y ait des gens des institutions, c'est-à-dire la classe intermédiaire, à qui s'adressent nos livres, nos films, nos journaux. Je ne pense pas qu'ils s'adressent massivement aux gilets jaunes aujourd'hui, qu'ils s'adressent massivement aux classes populaires, peut-être un petit peu. Bonjour. Non, mais je pense qu'ils s'adressent à la classe intermédiaire. Et ce n'est pas inintéressant. Pourquoi? Parce que dans la crise, aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est la classe intermédiaire, qui, au fond, s'est révélée solidaire de l'oligarchie par son abstention, par son silence. C'est la phrase de Lénine, hein, qu'on répétera. Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Or, dans la crise en cours, pour l'instant, la classe intermédiaire, elle n'a pas basculé avec ceux d'en bas. Et au moins, par cette inertie, elle reste solidaire de ceux d'en haut. Et donc, c'est ce qu'on doit opérer aujourd'hui. Notre travail avec le film, salle par salle, ville après ville, lieu après lieu, mais aussi dans les médias, c'est d'opérer un décrochage de la classe intermédiaire d'avec l'oligarchie. Pourquoi? Comment? En montrant que ces hommes et ces femmes, ces Katia, ces Cindy, ces Marie qu'on voit dans notre film, ce sont nos semblables. Ce sont nos semblables, ils nous ressemblent, ils éprouvent les mêmes émotions. Ce ne sont pas des bêtes. Tu vois, au fond, je vous l'ai déjà dit, mais la politique de Macron est une politique qui est presque plus que raciste. C'est une politique où il y a les surhommes et les êtres inférieurs, qui sont quasiment animalisés. Donc, peu importe ce qui leur advient, il faut que la classe intermédiaire, en voyant ces visages, en entendant ces voix, en ayant de l'affection, se dise « mais ce sont mes semblables, et ce sont eux qu'on mutile, ce sont eux qu'on oppresse, ce sont eux qui crèvent de faim. Je ne l'accepte pas ». Il y a un test qui est réalisé, c'est dans le bouquin de Wilkinson, où on montre que si demain on vient frapper à ta porte, et que c'est un clochard qui est complètement débraillé et qui sans doute a immensément besoin de secours, mais tu vas très peu lui donner, juste assez pour t'en débarrasser ou rien du tout. En revanche, si c'est quelqu'un qui te ressemble, tu vois, tu vas te mettre à sa place et là tu vas donner bien davantage. Et bien voilà ce qu'on doit réussir sur le plan politique. On doit réussir à montrer que les gilets jaunes, les classes populaires, les ouvriers, les employés, eh bien, ce sont les semblables de la classe intermédiaire et ça produise pour demain une solidarité de fait. C'est bien ça ?